Bonjour et bienvenue dans Carrière anthropologique, le podcast qui présente les débouchés professionnels des études en anthropologie. Je m'appelle Aurore Simons et depuis août 2023, je suis diplômée d'un master en anthropologie sociale et culturelle à l'UCL. Ensuite, j'ai eu l'idée d'interviewer des personnes qui ont terminé leur master en anthropologie pour retracer leur parcours professionnel, les difficultés qu'ils et elles ont rencontrées et les conseils qu'ils et elles donneraient aux futurs diplômés. Ce podcast vise à montrer qu'il n'y a pas que le doctorat et la recherche universitaire qui débouchent en anthropologie, mais que les anthropologues ont leur place dans tous les domaines du marché de l'emploi et surtout qu'il est possible de se réaliser dans 1000 projets professionnels avec un master en anthropologie. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec l'histoire d'Adrien, qui a terminé son master en anthropologie à l'UCL en 2017. Il nous racontera le deuxième master qu'il a fait, son parcours professionnel dans un domaine qui peut paraître éloigné des études d'anthropologie, mais à quel point celle-ci reste toujours un outil pilier dans son quotidien professionnel. Il nous parlera enfin de la Business Anthropology, une branche qui manque selon lui à l'université. Il y a des termes qui peuvent paraître un peu complexes dans cet épisode, mais vous trouverez, si besoin, des explications et des définitions en description de l'épisode. Bonne écoute! Donc bonjour Adrien, merci Salut. d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter en donnant notamment ton âge et l'année où tu as terminé tes études et aussi l'emploi que tu occupes aujourd'hui? Oui, alors moi c'est Adrien, j'ai 30 ans, bientôt 31. J'ai été diplômé d'anthropologie à l'Université catholique de Louvain en 2017 et donc je travaille depuis novembre 2017 maintenant. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que t'es venu l'envie de faire le master en anthropologie? Oui, le master en anthropologie c'est à la suite de mon bachelier en anthropologie puisque forcément j'ai adoré ces études. Et le bachelier, en fait, il m'est venu simplement du fait que j'ai raté une année en secondaire et que plutôt que de subir cette année, je me suis dit que j'allais la mettre à profit et que j'allais suivre quelques cours durant la semaine de Toussaint et de Carnaval à l'UCL. Et un peu par hasard, je suis tombé sur le fascicule d'anthropologie. À l'époque, en secondaire, j'aimais beaucoup les cours d'histoire et de géo. Et puis, histoire, c'était un peu le débouché prof d'histoire. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas aller voir quelques cours d'anthropologie. Et donc ces 2 semaines-là, j'ai été voir pas mal de cours et j'ai adoré tous les cours que j'ai vus. Et donc directement après ça, j'ai été convaincu que c'était des études que je devais faire. Ok. Et donc là, dès la bac 1, tu savais que tu voulais faire anthropologie? Ouais, exact. Dès le bac 1, je savais que j'allais passer, que j'aurais mon master 2 en anthropologie. Sauf évidemment retournement de situation, mais mon idée était assez claire, c'était de faire les 5 ans dans cette branche-là. Ok, mais c'est assez rare quand même parce que généralement les gens ils partent plutôt en socio et après ils tombent sur l'anthropo durant le bac et tout. Mais ouais, trop chouette. Et as-tu fait d'autres formations ou études après ton master? Ouais, comme beaucoup d'étudiants en anthropologie, je pense que je savais pas trop vers quoi me tourner après et je savais pas trop pour combien de temps j'en aurais pour trouver du boulot. Donc très rapidement, je me suis inscrit après à HEC à Liège, donc en business et management, pour le master en cours du soir. Ok, donc tu as fait un deuxième master après ton master en anthropo? Exact, ouais. Un master en cours du soir, oui. Et concernant ton master en anthropologie, est-ce que tu as été généralement satisfait de ta formation des 5 ans d'études ou... Oui, j'ai trouvé que c'était... je trouve que c'est un master dans lequel on a la chance de déconstruire pas mal d'idées qu'on a. On sort un peu, c'est un mot qui est souvent utilisé, mais on sort un peu de notre ethnocentrisme. Et cette idée, elle est poussée encore plus en master qu'en bac. Et donc, moi, c'est généralement ce que je dis. C'est une chance d'avoir étudié l'anthropologie. Ça nous permet vraiment de déconstruire pas mal de choses qu'il y a autour de nous et de comprendre un peu plus le monde qui nous entoure. Donc, c'est évidemment des études que je conseillerais à toute personne qui s'y intéresse. Et pour ton deuxième master, en fait, est-ce que tu avais un peu un projet professionnel avec, en te disant « Ah mais tiens, mais j'ai fait un master en anthropo, ce master-là, HEC, il pourrait me compléter dans tel ou tel aspect et est-ce que tu avais une idée d'emploi après ou... Non, et c'est peut-être justement un peu le défaut du master en anthropologie, c'est qu'on manque un peu de perspective d'avenir. C'est très difficile de rattacher ce qu'on voit à une réalité professionnelle.
Et donc, en fait, j'ai commencé HEC parce que je me disais, HEC, voilà, c'est une école de commerce, c'est l'équivalent de Solvay ou de la LSM à Liège. Et donc, je me disais, c'est un master en business et en management, c'est toujours demandé, ça va m'ouvrir aussi certaines portes que potentiellement l'anthropologie ne m'ouvrait pas. Donc, aujourd'hui, je me rends compte que c'est un parcours, que c'est deux masters qui sont très complémentaires l'un de l'autre, qui m'aident beaucoup tous les deux dans ma carrière. Mais à la base, je n'y voyais pas une complémentarité. Ok. Et la petite question, curiosité d'anthropologue, c'est quoi ton sujet de mémoire? Mon sujet de mémoire, donc j'étais parti donc c'était dans septembre 2016, je suis parti au Laos, dans une petite ville qui s'appelle Luang Kao, qui est 100 km au nord de la frontière cambodgienne. Et donc à la base, je voulais travailler sur l'articulation politique là-bas. Et puis, assez naïvement, on n'est pas trop confronté à la dictature ici. Et donc j'ai assez vite dû changer de sujet et j'ai travaillé sur la restructuration de la société laotienne suite à l'immigration d'une communauté homosexuelle dans le sud du Laos. Et donc comment est-ce que cette communauté occidentale redéfinissait la structure de la société laotienne et les relations de pouvoir entre les Laotiens. Ok. Hyper intéressant, ça a l'air hyper précis aussi comme sujet, mais trop bien. Et t'as fait ça avec qui? C'était Pierre-Joseph Laurent, mon promoteur, et mon copromoteur, c'était Lionel Simon, qui était la personne en fait qui j'avais contacté quand j'étais en secondaire et qui m'avait permis d'aller suivre tous les cours durant les 2 semaines. Trop bien. Ouais, sinon on a déjà un peu parlé du projet professionnel, mais donc quand tu as fini ta réto, tu voulais faire de l'anthropo, mais tu n'avais pas plus d'idées non plus de ce que tu voulais faire après, quoi. Non, aucune. Je pense assez naïvement, quand on finit sa réto, comme beaucoup de gens, et je pense comme beaucoup de gens qui commencent l'anthropologie, on se voit un petit peu peut-être dans un métier où on voyage beaucoup, où on est fort sur le terrain, puisque c'est le propre de l'anthropologie, avec cette démarche empirique, d'avoir toute sa collecte de données à la base même du terrain, et non pas se baser sur une théorie. Et puis en fait, cette naïveté un peu adolescente, elle disparaît et on se rend compte que la réalité professionnelle, elle est autre, à tort ou à raison. Pour moi, je suis plutôt satisfait de la manière dont les choses ont évolué. Mais je me voyais plutôt avec un boulot à l'étranger où je partais sans spécialement avoir d'attache. Ok. Et donc, quand tu as terminé ton master en anthropo, tu as rapidement décidé de faire ce deuxième master à HEC. Ouais, j'ai enchaîné les deux directement. Et du coup, c'était un master en cours du soir, tu disais? Oui. Et la journée, est-ce que tu avais une autre activité à côté? Est-ce que tu cherchais du travail? Est-ce que tu te concentrais à fond sur ton deuxième master? Oui. Non, en fait, donc c'était un master en cours du soir, donc j'avais entre 3 ou 4 par soir ou samedi de cours. Donc ça me laissait les journées libres. C'était important pour moi d'avoir les journées libres parce que je voulais quand même trouver un premier boulot. À cette époque, je vivais plutôt dans l'est de la Belgique, donc forcément moins d'offres qu'à Bruxelles. Et l'objectif pour moi, c'était assez vite de s'intégrer sur le marché de l'emploi. Au mois de novembre, début novembre, donc finalement très peu de temps après avoir commencé ce master, j'ai été engagé chez l'Empiris, qui est devenu Total. Moi, je travaillais pour le marché français, donc c'était sous l'appellation Total Spring. Et j'ai commencé par un job qui était plutôt facile, un premier emploi. Et puis j'ai travaillé là pendant 2 ans en parallèle de mon master. Ok. Et c'était quoi exactement comme travail? Donc ton quotidien, il ressemblait à quoi? Donc la première fonction que j'ai occupée chez eux, c'était Credit and Collection Agent. Donc ça veut dire que chaque jour, on recevait de la part des clients français. Donc moi j'étais dans l'équipe qui s'occupait uniquement du marché français, mais basé à Liège. On récoltait l'ensemble des paiements. Et alors, il y avait évidemment une automatisation de la réception des paiements pour certains. Et puis parfois, le système bug. Et donc il fallait vérifier et essayer de mener des petites enquêtes pour savoir quel paiement devait être attribué à quel client. Et puis à côté de ça, il y a eu un projet qui s'est mis en place avec mon manager, puisque une loi a été poussée par Ségolène Royal pour la mise en place des chèques énergie. Et donc il a fallu intégrer tout ça dans notre système. Et puis en fait, donc, j'ai fait ça pendant quelques mois, je pense 6-7 mois. Et c'était un travail très routinier dans lequel je me suis assez vite embêté. Donc j'ai demandé pour avoir une rupture de contrat avec mon manager, parce que voilà, je me rendais compte que j'avais besoin d'être un peu plus challengé, que j'avais envie d'avoir un vrai challenge professionnel en plus de mon master. J'arrivais à combiner les deux sans trop de problèmes.
Et donc là, il m'a proposé de passer comme analyste au niveau de la facturation. Donc ça veut dire qu'on a plusieurs programmes informatiques qui vont interagir les uns avec les autres par rapport à des données clients. Et parfois, ces données, elles bug. Il y a des échanges d'informations qui ne se passent pas entre les différents softwares. Et donc, il faut aller faire des analyses par le biais d'extracts dans des databases, ce qui n'a a priori rien à voir avec de l'anthropologie. Et donc là, j'ai commencé un peu à me former en tout ce qui touchait à l'analyse au niveau informatique, en faisant du SQL, par exemple. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, j'ai mis le pied à l'étrier dans le milieu IT. Ok. Et tu avais déjà de base des bonnes connaissances en informatique, que tu as pu un peu vendre pour ce travail, ou vraiment tu as appris sur le tas J'avais aucune connaissance. Okay. Pendant mes études, j'ai jamais été attiré. J'allumais l'ordinateur parce qu'il le fallait. C'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait. Et puis de fil en aiguille, en travaillant sur ce premier poste, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses à apprendre, que c'était un peu un nouveau challenge et tout un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Et puis voilà, j'ai eu l'opportunité de devenir analyste pour tout ce qui touchait au problème de facturation. C'était plus intéressant, plus challengeant, donc je me suis dit pourquoi pas. Je vais m'ouvrir pas mal de portes en faisant ça. Et donc ça, tu as fait pendant combien de temps après 1 an et demi. Donc j'ai fini mon CDD là-bas qui était de 2 ans, en parallèle de mon master. Ok. Donc tout se combinait assez bien parce que c'était un CDD de 2 ans chez eux, mon master était en 2 ans, et donc ça voulait dire qu'en septembre 2019, j'avais mon master, je finissais une première expérience professionnelle et je pouvais découvrir quelque chose de nouveau. Ok. Et donc à ce moment-là, il y a plusieurs chapitres qui se ferment. Exact. Et donc mon niveau d'anglais, je trouve, n'était pas incroyable. Et il y avait déjà plusieurs mois que j'avais en tête et que j'avais l'envie de partir au Canada. Donc j'ai postulé pour un PVT et en octobre 2019, je suis parti à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Mais donc c'est un programme vacances-travail. Oui, exact. C'est donc c'est le permis travail-vacances, donc PVT. Ça veut dire qu'on a un visa d'1 an pour aller dans la province qu'on le souhaite au Canada et essayer de trouver un emploi et ou voyager. Voilà, donc chacun a son projet par rapport au PVT qu'il a envie de mettre en place. Moi, j'avais plus l'idée d'y rester, donc j'ai essayé assez vite de perfectionner mon niveau d'anglais qui était assez mauvais à l'époque. Et puis j'ai essayé de trouver du boulot assez vite. Et là, en 3-4 mois, j'ai trouvé un boulot dans une banque virtuelle. J'ai commencé comme beaucoup de gens, comme serveur dans un restaurant. Et puis mon niveau d'anglais a évolué, s'est amélioré. Et à partir du mois de décembre, j'ai commencé à travailler dans un groupe qui s'appelle Manulife, qui est un groupe d'assurance et de services bancaires. Ok. Et tes expériences professionnelles précédentes, elles t'ont aidé dans ce travail que tu as eu au Canada? Pas spécialement, non, parce que là, c'était des domaines qui étaient complètement différents. J'étais moins dans de l'analyse au Canada et le vrai challenge, là, il était linguistique. Donc c'était une banque virtuelle, donc on était essentiellement en contact avec les clients via mail et téléphone. Pour pas se mentir, c'était un boulot de call center dans un premier temps. Donc c'était bête et méchant. Mais ça m'a permis d'être plongé dans un environnement 100% anglophone. Et donc ça m'a permis quand même d'acquérir certaines compétences linguistiques que j'avais pas avant de partir. Ok. Et donc au Canada, tu restes 1 an? Oui, voilà, comme partout dans le monde, en 2019-2020, on a le Covid. Donc difficulté d'avoir des visas, comme ici en Europe, les restaurants qui ferment, toutes les activités extra-professionnelles, paraprofessionnelles s'arrêtent. On ne peut plus changer de province, donc tout le projet finalement est complètement mis en stand-by sans avoir de perspective pour la suite. Et donc là, comme plusieurs expatriés que je rencontre là-bas, on se dit c'est que ça doit se passer comme ça. Donc je viens à Bruxelles puisque j'avais jamais habité avant, en septembre 2020. Et là, assez vite, j'ai la chance de trouver du boulot dans une boîte de consultance IT qui s'appelle Adiutum. Et donc là, je commence une mission en octobre 2020 chez GSK, le groupe pharmaceutique, comme service catalogue IT. Ok. C'est quoi qui les intéressait le plus dans mon profil? Oui, dans ton profil. En fait, la personne qui avait ce boulot avant, c'était une personne qui avait fait aussi des études qui étaient plus dans la catégorie des études littéraires. Donc, il n'y avait pas besoin de grosses compétences IT. Donc, ils savaient qu'ils n'allaient pas aller chercher quelqu'un qui était ingénieur en informatique ou quelqu'un qui avait fait du code.
On était vraiment dans de la gestion d'un software catalogue, donc c'est l'équivalent en fait un peu d'un menu restaurant qui existe sur une plateforme en ligne au sein d'une société où il y a plein de services qui sont proposés, et ces services, dans le cadre de ce boulot-ci, c'était des logiciels informatiques. Et donc l'idée, c'était de garder à jour, au niveau des prix, des versions et des problèmes, l'ensemble de ces logiciels informatiques. Alors évidemment, GSK, c'est une très grosse firme pharmaceutique internationale qui compte des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes à travers le monde, et donc un nombre assez conséquent de logiciels en fonction du panel de métiers qui existe. Et donc il y avait tout ça à gérer, à manager au quotidien. Ok. Tu as pu acquérir des compétences pour ce poste-là auparavant, non? Quand tu travaillais pour Total ou... Oui, on était un peu dans de l'analyse et de la gestion, pas de la gestion de projet, pas encore, mais plutôt de la gestion de problématiques au quotidien, ce qu'on appelle plutôt un travail opérationnel. Donc c'était une suite assez logique. J'ai passé les entretiens, ça s'est passé assez vite. Et donc j'ai commencé, je pense que j'ai passé les entretiens, 2 semaines après, je commençais là-bas. Et puis j'ai eu la chance d'arriver au moment où GSK migrait leur système informatique d'un ERP vers un autre. Donc on était sur SAP et ils passaient vers ServiceNow. Et donc ça veut dire que l'ensemble des data, des données qui sont stockées dans le logiciel interne qu'ils utilisent, qui était donc SAP, doit passer sur le nouveau. Et donc ça veut dire qu'il faut en fait retrier toutes ces données, qu'il faut les analyser et les mettre dans les nouveaux formats qui peuvent être réceptionnés par le nouveau ERP. Et donc ça c'est un travail évidemment de longue haleine qui est très compliqué, qui prend beaucoup de temps. Et moi là j'ai vu un peu l'opportunité de découvrir un peu des nouvelles choses. J'avais déjà participé à de la migration de données chez Total, puisque Total avait racheté Direct Energy en France et que les deux sociétés fusionnaient. Et donc j'ai contacté un project manager et j'ai demandé si je pouvais l'assister, et j'y voyais vraiment l'occasion de continuer à me former dans le milieu IT sur tout ce qui touchait à la migration de données. Et du coup, tu avais vraiment un intérêt à pousser ta carrière et ta vie professionnelle dans ce domaine-là, quoi. Donc oui, tout ce qui était un peu IT, ça t'a parlé et tu t'es dit, je continue là-dedans, je veux progresser là, quoi. Exact. L'IT, ça reste... c'est un domaine qui est a priori très éloigné de l'anthropologie. Aujourd'hui, alors il a fallu un peu de temps, mais aujourd'hui je vois un certain lien entre ce que j'ai appris en master et la mission dans laquelle je suis aujourd'hui depuis 2 ans. C'est le master qui m'aide le plus des deux aujourd'hui. Mais je crois que il faut savoir saisir un peu les opportunités qui se présentent, même si elles ne sont pas spécialement liées à ce qu'on cherche a priori. Et on peut réussir à créer son intérêt petit à petit. Et puis si c'est un domaine qui ne nous plaît pas du tout, il est toujours temps d'arrêter. Mais on peut aussi nourrir son intérêt et le créer en découvrant comme ça un domaine qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas du tout. Et donc, en étant consultant, donc tu es embauché par une boîte et cette boîte t'envoie dans différentes entreprises faire des missions. Et donc, là, tu vas chez GSK. Exact. Est-ce que par la suite, tu as été dans d'autres entreprises? Oui, exactement. Et donc, j'ai fait, par le biais de cette société de consultance, j'ai fait 2 clients, comme on appelle. Le premier, ça a été GSK pendant 1 an et demi. C'était un boulot, évidemment. GSK, c'est une énorme société. Je pense qu'en Belgique, c'est le plus grand employeur privé wallon. Donc, on était quand même plusieurs milliers sur site. Et en fait, cette ambiance un peu... énorme société me pesait, je trouve il y avait quelque chose qui n'allait plus après 1 an et demi. Et donc j'ai demandé à la société de consultance de me placer dans un projet différent, qui serait beaucoup plus porté vers de l'analyse. Depuis avril 2022, je travaille maintenant pour la Fédération des notaires, donc c'est le client. Et j'ai là-bas un projet de la mise en place dans un premier temps, c'était un service catalogue, et aujourd'hui je travaille sur la mise en place de l'asset management depuis un peu plus d'1 an. Et donc là, on est vraiment dans un travail d'analyse fonctionnelle. Donc on va réfléchir aux process qui existent, on va aller chercher de la théorie par rapport à certaines certifications, notamment des normes ISO, qui sont des normes de gestion qui apparaissent dans plein de domaines. On a par exemple la plus connue, c'est la certification ISO 14001, qui touche aux normes de gestion écologique, si je peux dire. Comment être un peu plus vert. C'est un certificat vert, si on peut. Enfin, grossièrement, évidemment, c'est un peu plus... élaboré que ça. Et moi, je travaille sur la mise en place de l'asset management dans le cadre d'une autre certification qui touche à la cybersécurité.
Ok. Donc, et c'est là-dedans que depuis 2 ans, je trouve que l'anthropologie m'aide, puisque le but, il y a une approche théorique, qui est donc la lecture de cette certification, de ces certifications, mais il y a l'approche théorique, empirique, qui recoupe finalement avec l'anthropologie. C'est aujourd'hui, il y a une société, elle a des process, ces process ils sont mis en place, ils sont utilisés par des employés, ils tournent plus ou moins bien, et on ne peut pas venir comme ça avec une théorie et dire il faut appliquer cette théorie du jour au lendemain. Et donc c'est là que le travail un peu plus anthropologique prend place. C'est j'ai une théorie, j'ai une réalité de terrain, comment faire pour que cette théorie puisse se mettre en place du mieux possible avec les réalités de terrain. Et donc c'est là qu'il y a tout un pan en fait de l'anthropologie qui est hyper intéressant dans le milieu de l'entreprise et qui, à mon sens, n'est qu'aux prémices et est en train de naître, en tout cas chez nous, qui existe déjà un peu plus dans les pays scandinaves et en Amérique du Nord. C'est vraiment cette idée de partir d'une analyse empirique, ce qu'on a fait pendant nos masters en anthropologie, et le rattacher à de la théorie. Et c'est là-dessus que l'anthropologue a beaucoup amené dans le milieu de l'entreprise. Ok. Et donc, ce travail-là, donc pour la Fédération des notaires, ouais, ça reste aussi de nouveau très dans l'IT. Ça reste dans le domaine IT, oui, donc je suis dans des équipes IT. Après, moi, mes compétences IT, elles sont pas... je ne suis pas devenu un peu un geek. Je suis incapable de coder. Je ne maîtrise pas Excel. Je maîtrise Excel comme le commun des mortels, comme les étudiants le font à la fin de leur master. Je suis incapable d'aller trafiquer des données, d'aller faire des gros extracts dans des databases. C'est pas du tout ce que je fais au quotidien. Ce que je fais au quotidien, c'est je vais faire des enquêtes auprès des différentes équipes, auprès de tous les acteurs qui sont concernés sur ces changements qui sont à implémenter suite aux certifications. Ces certifications, aujourd'hui, elles sont nécessaires dans le cadre de vente de produits. Donc c'est quelque chose qui va être amené à travailler de plus en plus dans de plus en plus de sociétés, dans de plus en plus de domaines. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre des différentes équipes, des différents métiers, de comprendre leur réalité, d'essayer de comprendre ce qu'ils font. Alors c'est plus ou moins facile. Quand on travaille avec un développeur, il a son jargon, il faut essayer de le comprendre, il faut voilà, comprendre sa réalité, comprendre comment est-ce qu'il travaille, et en quoi cette certification va l'impacter, et essayer de travailler avec eux sur l'intégration au mieux possible de ces nouvelles normes. Ok. Et donc aujourd'hui, ce sont un peu les défis que tu rencontres et les... Voilà, ouais, c'est des défis quotidiens, c'est vraiment d'aller chercher tous ces corps de métier et de réussir à les réunir autour d'un projet commun, ce qui n'est pas toujours facile puisque chacun a sa formation. Forcément, le milieu de l'entreprise, c'est un milieu pluridisciplinaire, essentiellement business, ingénieur, IT. Et au milieu de tout ça, en fait, il faut un petit peu essayer de trouver un langage commun, d'expliquer pourquoi est-ce que ce projet est important, parce qu'il y a l'aspect théorique, ce que les équipes de cyber avec lesquelles je travaille font plus, elles ont la compréhension théorique de la certification, et puis moi je travaille avec eux sur cette partie théorique, et puis je vais voir la réalité de terrain, on travaille avec eux, on réfléchit à la mise en place, parce que si aujourd'hui on fait une mise en place de ces certifications sans comprendre le terrain, les gens ne vont pas utiliser l'outil, cet outil va être payé, mais on va le laisser quelque part sur un ordinateur et il ne sera pas utilisé. Alors, dans un premier temps, on pourra dire qu'on a la certification, mais ce sera purement théorique. Et puis quand l'inspecteur repassera, il verra qu'en fait tout est faux et que c'est resté purement théorique. Ok, ouais. Et est-ce que tu utilises des articles scientifiques? Est-ce que tu t'aides de certaines choses qui ont été écrites sur le sujet? Parce que, tu vois, comme on en parlait un peu avant, mais l'ethnographie au sein de l'entreprise, si je peux dire, c'est pas quelque chose qu'on a vu énormément dans le master, quoi. Donc, c'est aussi d'autres défis, d'autres challenges. Exact, oui. Donc il y a tout un pan de l'anthropologie qui existe, qu'on a malheureusement peu, voire pas abordé. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas suivi les cours où ça aurait pu être mentionné, qui s'appelle la business anthropology. Elles ne m'aident pas au sens premier du terme dans mon travail, puisque mon travail, les articles que je vais plus lire, c'est plus des articles qui concernent les missions sur lesquelles je travaille, donc des articles qui sont liés aux certifications ISO sur lesquelles on avance. Mais en parallèle, dans mon temps libre, je vais peut-être essayer d'aller lire un ou deux ouvrages ou un ou deux articles sur la business anthropology. Donc la business anthropology, en fait, c'est vraiment
avoir cette idée de l'anthropologie au sens premier du terme, mais dans le milieu de l'entreprise. Et avoir plutôt continuer à garder cette approche empirique, mais au sein de l'entreprise et pas au sein d'un groupe qui est prédéfini. Et donc, ce business anthropology, il se redivise après en 3 champs. Après, moi, je ne suis pas du tout expert là-dedans et c'est vraiment un sujet que je découvre, donc je ne saurais pas énormément détaillé par rapport à ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est... je peux mettre des liens pour des articles ou des livres que tu conseillerais aux auditeurs et auditrices. Je peux te fournir, j'ai à mon avis 2 ou 3 livres que j'ai en cours de lecture ou dans ma bibliothèque, puisque je n'ai pas encore lu les livres. Mais j'ai 6-7 articles qui sont des résumés de ces livres. Et ça, oui, je peux te les envoyer avec plaisir. Je pense que c'est tout un pan de l'anthropologie qui mérite d'être découvert. Et donc, ce business anthropologie, il se décline en 3 grands champs. Il y a le champ organisationnel. Et donc, en fait, ça va être vraiment l'étude de tous les problèmes organisationnels au sein d'une entreprise pour essayer de mieux comprendre quels sont les enjeux et où sont les problèmes. Donc, ça veut dire que l'entreprise, elle a un fonctionnement, elle a toute une structure, toute une organisation. Et parfois, il y a certains problèmes. Et donc le but de l'anthropologue ici, ça va être d'aller analyser toute cette complexité et d'essayer d'améliorer le fonctionnement à travers des process, à travers des relations entre des individus, à travers une restructuration des postes par exemple. Il y a toute la partie marketing et compréhension du comportement. Donc ça va être vraiment une partie où l'anthropologue va être complémentaire au service de marketing. Et donc l'idée, ça va être de travailler sur toute la compréhension du client, et puis retraduire ça pour que l'entreprise améliore son produit pour qu'il corresponde le mieux possible aux attentes du client. Donc on est dans quelque chose qui est très lié au marketing, en fait, à la différence que l'anthropologue va vraiment travailler sur des bases empiriques et pas sur des bases théoriques. Et la dernière, qui est fort liée au marketing, c'est le design. Ça veut dire on a un produit qui existe, et comment est-ce qu'on va faire pour faire évoluer ce produit pour qu'il continue à correspondre aux attentes des clients. Ok. Donc voilà, ça c'est les 3 grands points. Alors moi aujourd'hui, je suis plus dans ce qui touche à l'organisationnel. Donc ça veut dire de l'analyse de process, de la compréhension de process et de l'amélioration de la structure au sein d'une entreprise. Ok. À part l'ethnographie que tu as apprise durant ton master, est-ce qu'il y a d'autres, d'autres cours ou des moments du master où tu te dis « Ah mais tiens, ça m'aide aussi aujourd'hui pour... Oui, c'est ce que je dis parce que généralement, quand on me demande un peu mon parcours, on me dit toujours que je me suis complètement réorienté et que mon boulot n'a plus rien à voir avec l'anthropologie et que finalement, c'est mon master d'HEC qui m'aide le plus. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, dans tout ce qui touche à l'analyse, et en particulier l'analyse de process, c'est hyper important, à mon sens, d'avoir une compréhension humaine de ce qu'il y a derrière. Donc on a un process, on a quelque chose qui se met en place au sein d'une entreprise, quelque chose qui se répète plus ou moins, qui est plus ou moins opérationnel, mais derrière ce process, il y a des gens qui travaillent, qui ont leur métier. Et donc c'est hyper important de voir plus loin que juste ce process, de voir finalement ce petit schéma avec des flèches et des cases où l'information passe d'un à l'autre, d'un service à l'autre, où il y a des opérations qui sont faites. Il y a toute une communauté derrière qui vit et qui travaille à travers ces process. Et donc pour comprendre le process, finalement, il faut aussi comprendre l'impact qu'il a sur ses équipes et l'impact que les équipes ont sur ce process. Et tout ça, en fait, les travaux qu'on a pu faire en anthropologie, toutes les analyses de terrain, notamment le mémoire, comprendre son environnement, puisqu'en fait, moi, c'est ce que je retire très fort de l'anthropologie, c'est se mettre dans un terrain, un peu comme tous nos profs nous disaient, un petit peu comme un enfant, et avoir un regard un peu naïf et essayer de comprendre sans venir avec ses idées de ce qu'il y a comme problème, et essayer de décortiquer le problème, non pas de son point de vue, mais du point de vue des gens qui sont concernés. Et en fait, pour ça, l'anthropologie, elle m'aide au quotidien. Si je n'avais pas fait l'anthropologie, je serais parti comme les autres corps de métier qui travaillent sur le même projet que moi. Je serais parti de la base théorique des certifications, et on aurait avancé, et on aurait essayé d'imposer ça petit à petit. Alors qu'ici, moi, je suis parti sur le pari de ne pas l'imposer, mais plutôt de modeler et d'essayer de transformer un petit peu et de faire évoluer cette certification
pour qu'elle soit le mieux réceptionnée possible, qu'il y ait un engrenage, en tout cas, un engrenage le plus cohérent possible entre la réalité du terrain et la théorie. Et donc pour ça, l'anthropologie, ça a été une merveilleuse formation, puisque c'est pendant 5 ans ce qu'on a appris à faire. Sortir de son propre postulat et de sa propre analyse, faire un pas de côté sur ce qu'on croit, pour essayer de comprendre au mieux ce que la personne vit, et après amener des solutions par rapport aux problèmes qui sont rencontrés. Et pour cette mission, est-ce qu'on t'a demandé explicitement de partir des réalités du terrain pour après voir avec ces certifications, c'est ça? Non, oui. Alors, dans un premier temps, donc mon premier projet, la Fédération des notaires, je travaillais seul. Et donc là, j'ai pu un peu mettre en place un peu ce que je voulais. Et donc là, on m'a demandé de mettre en place un service catalogue. Donc c'est un genre d'Amazon interne dans lequel tous les produits qui existent au sein de la fédération, tous les produits et services, sont proposés et sont référencés. Donc ça veut dire qu'un employé a besoin d'un logiciel en particulier, il va dans ce catalogue et ça fonctionne exactement comme Amazon. C'est vraiment l'idée première. Et en fait, moi, j'avais géré un software catalogue, donc un catalogue lié uniquement au software chez GSK. Donc j'avais déjà un peu une idée de tout ce qu'il y avait derrière et de comment il fallait mettre en place tout ça et comment ça s'entretenait. Et plutôt que de partir du postulat, ah ben moi je l'ai fait chez GSK et je vais venir avec ce que je sais de chez GSK et je vais imposer la manière dont je l'ai fait dans la première société, j'ai pris 15 jours, 3 semaines, j'ai été un peu rencontrer différents potentiels acteurs au sein de la Fédération des notaires qui pourraient être impactés par ce projet. J'ai regardé ce qu'ils avaient déjà comme outil, j'ai un peu posé des questions, et puis après, j'ai organisé un meeting d'1 heure avec mon management, et j'ai dit, ben voilà, en fait, d'un point de vue théorique, un catalogue de services, c'est ça. Ça existe sous diverses formes. Par exemple, quand on va au restaurant, finalement, le menu qu'on nous donne, c'est un catalogue de services. On a les services qui sont proposés par le restaurant à un tel prix, et parfois le délai d'attente. Est-ce qu'on part sur ça? Alors évidemment, c'était ironique, on n'allait pas partir sur un menu de restaurant qu'on distribue aux employés chaque semaine. Mais c'était pour montrer qu'en fait, il y a un panel de réalités et que moi, je viens avec une réalité que j'ai fréquentée, sur laquelle j'ai travaillé pendant 1 an et demi dans une autre société. Cette réalité, je la connais plus ou moins. Évidemment, je peux toujours l'améliorer. Mais cette réalité, elle ne correspondra peut-être pas à ce qui est attendu au sein de la fédération. Et peut-être qu'il va falloir la retravailler ensemble, quelles sont les attentes. Et donc, c'est ce qu'on a fait après cette présentation avec le management. On a dit, bah tiens, voilà, c'est vrai qu'en fait, il y a plein de ce projet, il peut se définir de plein de manières différentes. Et donc, on va redéfinir tout ça, on va travailler ensemble et on va voir finalement quelle est la réalité du terrain et finalement vers quoi on doit aller pour répondre à la demande des gens. Et à la demande aussi légale, parce qu'il y a quand même des règles qui sont mises en place, ce qu'on appelle par exemple des SLA, donc des Service Level Agreement. Ça veut dire que quand on propose un service ou un produit à un client ou à un employé, on doit respecter certaines normes, notamment de livraison, et tout ça, ça doit être aussi présent dans le produit qu'on va proposer, dans le catalogue. Et donc on a travaillé sur tout ça ensemble, la mise en place de process, la rédaction de documentation, de guidelines, de user case, et donc on a travaillé sur le management, et finalement, petit à petit, on a mis en place un peu une approche anthropologique dans ce projet. Ok, j'avais une question par rapport au monde de l'entreprise et... Enfin, tu vois, une des grosses critiques qu'on fait souvent au monde de l'entreprise, c'est que voilà, l'humain se perd un peu, qu'il y a un peu cette idée de voilà, il faut faire du profit, il faut que le business tourne et tout. Comment est-ce que toi tu l'as vécu? Et après, voilà, tout le monde n'a pas forcément les mêmes attentes et le même vécu de ce monde-là, mais ouais, comment est-ce que toi tu l'as vécu en tant qu'anthropologue de débarquer dans des entreprises qui ne sont pas forcément à finalité sociale, on va dire Moi, j'ai toujours été moins axé social pendant les études. Alors c'est hyper important. Je pensais dans un premier temps que je travaillerais plutôt vers ça, des ONG ou des grosses ONG. Et puis petit à petit, mon parcours a voulu que je ne me retrouve pas du tout dans ce milieu-là. Et j'en suis très content. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé chez Total, en sortant du master en anthropologie, je me suis dit, est-ce que c'est pas finalement à contre-courant de ce qu'on nous a appris? Et est-ce que je sais pas finalement, oui, le grand méchant loup, est-ce que je vais pas vers le grand méchant loup? C'est une manière de voir les choses, et en fait, moi je suis parti d'un autre postulat. Je me suis dit, ces sociétés, elles font partie du monde, elles existent, on les consomme tous les jours, qu'on soit anthropologue, qu'on soit dans une ONG ou non,
c'est ces sociétés-là qui nous fournissent notre énergie, qui nous permettent de nous chauffer, qui nous permet de partir en vacances, qui nous permet finalement d'avoir une vie digne. Alors, évidemment, on est en train d'évoluer vers ça. Il faut évoluer, je l'entends tout à fait. Mais je pense que l'évolution, elle passe aussi par des profils qui sont peut-être plus littéraires, plus anthropologues, plus sociologues, qui peuvent aller dans ce genre de société et qui peuvent accompagner ces sociétés dans leur évolution. Aujourd'hui, ces grands groupes, ils sont nécessaires et on en a besoin. Et pourquoi pas, plutôt que d'essayer de les... Il y a plein de gens qui notamment des personnes qui ont fait l'anthropologie, enfin, qui sont plutôt orientés sur il faut effacer ces grands groupes, par exemple Total, qui est quand même, qui a une part de responsabilité dans pas mal de choses. Mais moi, je suis parti d'un autre postulat et je me suis dit, pourquoi pas rentrer dans ce genre de groupe finalement et voir comment est-ce que, à petite échelle, parce que en tant qu'employé, on a évidemment peu de marge de décision, comment faire pour essayer de faire évoluer les choses. Et c'est tout bête, mais par exemple, aujourd'hui, à la Fédération des notaires, qui est une entreprise beaucoup plus petite que GSK ou que Total, on est plus petit, donc c'est peut-être la mise en place d'évolution elle est plus facile, mais on a créé un groupe, qui est ça, un groupe un peu green, et le but c'est d'essayer de pousser pour qu'il y ait beaucoup plus de déchets, de sensibiliser, et donc on a un projet en parallèle qui est vraiment de faire prendre conscience aux gens que l'écologie, elle ne s'arrête pas dès qu'on sort de chez soi et qu'elle continue notamment au boulot, et donc on sensibilise à tout ça aussi. Okay. Donc moi je vois vraiment plutôt ça comme l'opportunité d'aller dans des groupes en fait et de mettre en place des petites choses pour réussir à les faire évoluer. Trop bien, trop bien. Mais c'est hyper intéressant parce que je pense qu'il y a peu d'anthropologues au final qui s'aventurent. Enfin, après peut-être que j'en sais rien, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il y a peu d'anthropologues au final qui s'aventurent vraiment dans le monde de l'entreprise. Et donc, même moi, tu vois, dans ma recherche d'emploi, quand je regardais un peu, j'avais l'impression que tout ce qui était vraiment entreprise, tu vois, ils étaient vite un peu dans tout ce qui était... tu vois, tu avais vraiment des cases comme ça, tu vois, genre marketing, GRH, finance et tout. Et moi, avec mon master en anthropologie, j'étais là, mais attends, dans quoi est-ce que je pourrais rentrer ? Est-ce que j'ai des compétences qui pourraient être intéressantes dans tel ou tel domaine, telle case, entre guillemets. Mais donc je pense que c'est une réflexion que tout le monde se fait en sortant d'études comme la socio ou l'anthropologie. On est mis, et c'est un peu le problème du marché, j'ai l'impression en Belgique, j'espère que ça évoluera, mais on est vraiment mis dans des cases. Et on laisse peut-être moins la chance à quelqu'un qui a étudié les sciences humaines, les sciences sociales, que quelqu'un qui a fait ingénieur de gestion ou qui a fait un master en business ou autre. Alors que quelqu'un qui a fait l'anthropologie, il a 1000 choses à apprendre. Enfin, il a 1000 choses à faire apprendre, à apprendre aussi. Mais le pluridisciplinaire, ça reste une grosse force dans une société. Alors, on démarre... c'est différent quand on a fait l'anthropologie. Je pense qu'il faut plus se battre, mais c'est pas impossible. Et les anthropologues ont plein de choses à amener dans le milieu de l'entreprise, ça j'en suis convaincu. Et je pense que ça va aller de mieux en mieux et que les entreprises sont de plus en plus complexes, que les fonctionnements et les organisations sont de plus en plus difficiles à comprendre et qu'on a besoin de ce genre de profil, de gens qui sont capables de dire « Waouh, on se met un peu sur pause et on réfléchit à l'essence même de la société, à la culture et comment est-ce qu'on peut faire évoluer cette culture pour amener finalement, pour qu'elle réponde aux besoins d'aujourd'hui. » Parce que la culture dans une entreprise, c'est quand même quelque chose... C'est le fondement même d'une société. La culture qui est définie par le management n'est pas toujours la même que celle qui est vécue par les employés. Et cet écart, il n'est pas toujours perceptible facilement. Et c'est hyper important de travailler dessus. Donc je suis convaincu que les gens qui ont fait l'anthropologie doivent s'intéresser à tout ce champ business et se former un petit peu, parce que ça demande un petit peu à se former forcément. On ne voit malheureusement pas d'entreprises qui aujourd'hui postent des annonces pour des anthropologues pour faire ça. Mais en faisant un peu son trou, petit à petit, on y arrive. Et quel conseil est-ce que tu donnerais à des personnes qui ont fait des études en anthropologie, qui aimeraient bien travailler plus dans le monde de l'entreprise ? Comment est-ce que tu leur conseillerais de se vendre ? Quelles compétences est-ce que tu leur dirais de mettre peut-être en avant ? Parce que j'ai peut-être l'impression que toi, tout ce monde de l'entreprise connaît peut-être moins aussi le master en anthropologie. Enfin, tu vois, ils voient passer plein de masters, tu vois, en business, en ingénierie et tout. Mais voilà, tu vois, est-ce que le fait de tomber devant un master en anthropo, est-ce qu'ils se disent pas, mais tiens,
Qu'est-ce qu'il fait là lui? Oui, Il a oui, dû c'est se ça. tromper. Oui, c'est possible. Je pense que si on veut travailler un peu en entreprise, la première chose à faire, c'est pas avoir peur de prendre un boulot qui correspond pas à ses attentes dès le début. Mhm. Quand on sort de l'université, on a tous un peu ce boulot de rêve où on se voit faire tel ou tel projet ou telle chose ou être à tel ou tel endroit sur Terre. Euh, Rome s'est pas fait en un jour, moi c'est ce que je me suis dit, et je me suis dit j'accepte un premier boulot, c'est jamais perdu Mhm. d'aller faire un premier boulot, on peut toujours démissionner, on peut toujours aller voir ce qui se fait ailleurs, et une ligne sur un CV c'est jamais perdu, peu importe ce qu'on fait, et donc ça vaut la peine d'aller, de se challenger et d'oser aller faire quelque chose sur lequel on se projetterait moins, on peut toujours faire évoluer son boulot, il y a toujours des opportunités en interne, donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Et il ne faut pas hésiter à se vendre quand on a fait l'anthropologie sur ses soft skills. Euh, c'est vraiment quelque chose dont on ne se rend pas compte, je pense, quand on sort de nos études ou même au quotidien, mais en anthropologie, en tout cas dans le master qu'on a fait chez nous à l'UCL, on nous a fait énormément travailler sur la compréhension de ce qui nous entoure. On a développé vraiment une sensibilité à comprendre ce qui se passe et ce qu'il y a autour de nous. Et ça, c'est vraiment une très grosse plus-value par rapport à d'autres formations qui ont développé des compétences, des hard skills beaucoup plus fortes. Un codeur qui code, forcément, en tant qu'anthropologue, on n'y arrivera pas, sauf si on fait la même formation. Mais, alors, c'est pas une vérité absolue, hein. Il y a des codeurs qui ont des soft skills qui sont certainement bien mieux que les nôtres, mais globalement, il y a une tendance, quand on a fait l'anthropologie, à avoir cette compréhension de ce qui nous entoure. Et je pense que c'est une vraie richesse et qu'on doit vraiment se baser sur ça. Mhm. Mhm. Ok. Est-ce que tu as des sites internet sur lesquels tu cherchais plus de l'emploi que d'autres? Enfin, est-ce que tu avais des sites favoris, quoi? Non, moi j'ai pas, à part au Canada, où Mhm. là j'ai dû passer par Indeed, ce qui marche au Canada. En Belgique, c'est plus par le bouche à oreille. Ok. J'ai fonctionné, donc il faut pas avoir peur aussi de discuter et d'assumer, dire qu'on est en recherche d'emploi. Mhm. Et voilà, tout le monde a dû chercher un boulot à un moment quand il a fini ses études. Il faut en parler, il faut, j'allais dire harceler, mais ouais, il faut harceler ses amis pour dire tiens, tu donnerais pas mon CV s'il y a tel ou tel poste. C'est souvent par le bouche à oreille que ça passe. Moi, tous mes postes en Belgique, je les ai trouvés par le bouche à oreille, Ok. en fait. Et je pense que c'est la meilleure des techniques. Mhm. Et est-ce que tu avais postulé de manière plus classique, entre guillemets, en mode tu avais vu des annonces et tu as envoyé CV, lettre de motivation, ou vraiment tu te dis ça, je laisse de côté et vraiment je passe par Après les contacts? l'anthropologie, sur mon premier boulot, oui. Comme Ok. tout le monde, on se met dans ce système classique, où on envoie des CV à gauche, à droite, quelques lettres de motivation. On reçoit une réponse sur 20, sur 25 à peu près. Enfin, le Ouais. parcours classique habituel. Et en fait, le boulot chez l'Empiriste Total, je l'ai trouvé en discutant en master, dans le master HEC en cours du soir. Il y avait un groupe on devait créer un groupe dans le cadre d'un travail dans un cours. Et je connaissais personne, j'étais me mettre à une table et j'ai demandé si je pouvais intégrer le groupe. Et puis on a commencé un peu à discuter. Et une des personnes du groupe m'a dit ah, moi je viens de commencer là-bas, donne-moi ton CV, on ne sait jamais, ils cherchent des jeunes. Et c'était une société qui laissait sa chance aussi aux gens, peu importe leurs études, ça pouvait le faire. Et en effet, ça l'a fait, j'ai travaillé 2 ans là-bas, j'ai pu commencer à développer des compétences IT. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur d'aller vers les gens, de donner son CV et de dire je cherche. Mhm. Mhm. Ouais. Ouais. C'est vrai que parfois c'est pas forcément une voie à laquelle on penserait, Non, ouais. mais ouais, Ça marche beaucoup mieux que LinkedIn, Mhm. ça c'est clair. Ok, ouais, ouais. Et durant ton master à HEC, vu que c'était un master en cours du soir, enfin, quelle était un peu la moyenne d'âge des personnes? Vous étiez combien Alors c'était assez variable, en fait non pas tant que ça. Une grosse majorité des gens qui étaient à ce master-là, c'était des gens qui avaient fait ingénieur civil Ok. ou ingénieur industriel et qui venaient compléter leur formation pour qui voulaient en fait qui voulaient évoluer dans leur société. Et donc aujourd'hui, pour évoluer, souvent on passe vers du management. Mhm. Ce qui est peut-être, ce qui est à mon sens pas correct parce que finalement, manager des équipes, tout le monde n'est pas capable de le faire. Et donc c'était essentiellement des gens qui avaient la grosse trentaine et qui étaient ingénieurs. Ok. Et puis il y avait quelques personnes qui finissaient leurs études, on devait être une petite dizaine. Je pense qu'on a commencé en première, on devait être un peu plus de 100, Ok. et on a dû être à peu près de 30 à finir. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se découragent parce que ils ont des boulots, des enfants, une vie de famille.
et ça demande quand même un certain investissement. Ouais, je comprends, ouais. Comment se sont passés tes entretiens d'embauche? Les premiers ont été très difficiles, Mhm. comme tout le monde je pense. C'est quelque chose de tout nouveau, on se questionne, on a un peu peur, on est impressionné par la personne qu'on a en face de soi. Euh, je me souviens que mon premier entretien d'embauche, je l'avais eu par du via-via justement. Mhm. Forcément, je n'ai pas eu le boulot. C'est très rare d'avoir son boulot sur le premier entretien d'embauche. Et ça m'avait dépité, je me suis dit que j'y arriverais jamais, que ça allait être difficile, que ça m'avait assez fort démotivé. Et puis voilà, on se remotive, on se dit qu'il y a moyen, que ça va aller. Et puis j'ai fait un entretien, un deuxième entretien, un troisième. Et puis je pense qu'au quatrième, c'est passé. Mais voilà, ouais, c'est un moment qui est jamais agréable, je pense. Les premiers entretiens en tout cas. Mais il faut y passer et il faut toujours se rappeler qu'un oui vaut plus que 100 non dans ce cas-là. Il y a bien un moment où ça passera. Et le moment où ça passera, ce sera une vraie délivrance. Et une fois que le pied est mis dans l'étrier, ça se passe bien. Et mes entretiens d'aujourd'hui, j'en fais de temps en temps, à gauche, à droite, juste pour voir un petit peu ce que je vaux sur le marché. Donc c'est toujours avec des boîtes de consultance, forcément. Mhm. C'est toujours chouette tous les 5-6 mois d'en refaire un à gauche, à droite. Et aujourd'hui, il n'y a plus du tout de stress. C'est assez serein. Mhm. Mhm. Mais je trouve que ce qu'on oublie aussi souvent de dire, c'est que les entretiens d'embauche, c'est pas que une évaluation dans un sens, tu vois. C'est toi aussi qui viens un peu prendre la température de l'endroit où tu viens postuler. Tu vois, comment est-ce que ça se passe. Enfin, Oui, c'est clair. tu vois, c'est pas que eux qui viennent t'évaluer en mode est-ce que la personne est bonne ou pas pour le poste, tu vois. Non, oui, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a en tête sur les premiers entretiens, où on se sent hyper fort évoluer, tu vois. Quand on commence, on se dit, cette personne a plus d'expérience que moi, elle va me juger, elle est là pour me dire si je suis bien ou pas. Alors, c'est quelque chose qui est amené à évoluer au fur et à mesure, je pense, parce qu'on prend confiance en soi. Mais aujourd'hui, oui, moi, ça m'est arrivé de faire des entretiens et de me dire. Et puis on me propose d'aller vers un deuxième, et je dis en fait non, la manière dont vous voyez les choses ne me correspond pas du tout, et j'ai pas envie. Et au fur et à mesure, quand on gagne un peu en expérience et en confiance dans les entretiens, l'entretien passe d'un moment ressenti comme de l'évaluation à un échange quasiment d'égal à égal. Mhm. Mhm. Et une fois qu'on est dans cette dynamique et qu'on a l'impression d'être dans un échange, c'est assez chouette de faire des entretiens. Ok. Mhm. Quel conseil est-ce que tu donnerais pour se préparer à un entretien, justement, quand on n'a pas trop d'expérience ou... Ouais. Alors les premiers, quand on n'a pas trop d'expérience, c'est déjà se préparer psychologiquement à l'échec. Ça arrive, il y a plein de gens qui passent par là et c'est normal. Mhm. Comme je disais, un oui vaut plus que 100 non, et le oui finira toujours par arriver. Si on postule, évidemment, le oui ne nous tombera pas du ciel. Donc ça, c'est l'autre conseil que je donnerais, c'est rechercher, discuter, aller voir à gauche, à droite, ne pas hésiter à jouer avec son réseau. C'est peut-être quelque chose aussi sur lequel on n'a pas assez insisté pendant nos études, mais notre réseau, c'est peut-être notre trésor numéro un au niveau professionnel. Et il faut l'exploiter. Moi, si quelqu'un vient, j'aiderai toujours avec plaisir quelqu'un de mon réseau. Et l'inverse est vrai aussi. On prend toujours c'est toujours chouette d'avoir quelqu'un qui vient vers soi parce qu'il a besoin de conseils ou autre. Donc, son réseau, c'est vraiment une force. Et il faut l'entretenir, et il faut la garder. Et il faut surtout avoir conscience qu'on a son réseau avec soi. Et puis, quand on a l'entretien, faire des recherches sur l'entreprise, forcément. Et surtout, je pense que ce qui est important, c'est de savoir ce dont on a envie. Moi, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je me suis un peu laissé porter. Et puis, j'ai un peu créé mes chances en discutant avec mes managers, en disant que j'avais besoin de challenge, que je voulais découvrir de nouvelles choses. Mais c'est peut-être bien aussi de savoir ce qu'on veut faire. Enfin, il y a un équilibre à trouver en fonction de sa personnalité. Si on ne sait pas vers quoi on veut aller, je crois que c'est important de laisser sa chance à tout un panel de métiers. Et puis, on trouvera soit de ce qu'on n'aime pas, soit de ce qu'on aime. Et une fois qu'on a trouvé ce qu'on aime, c'est parti. Mais c'est vrai aussi que quand on sort des études, on est loin de se douter de la diversité des postes et des métiers qu'il y a en fait sur le marché de l'emploi. Et donc, je crois qu'une grosse partie, en tout cas de ma recherche d'emploi, ça a été de découvrir plein de postes et tout, et de se dire, ah mais tiens, ça existe, et ah mais tiens, ça, je pourrais peut-être postuler à ça et tout, tu vois. Donc, Oui, c'est vrai qu'on découvre un panel de métiers et de professions qui existent, dont on ne soupçonne même pas l'existence. Et ça fait partie aussi du jeu, c'est prendre le temps, décortiquer.
Et là encore, je pense que le réseau est hyper important. Discuter avec des gens qui sont un peu plus âgés que soi, comprendre leur métier, comprendre ce que font leurs collègues aussi. Et c'est comme ça qu'on arrive à se construire une base de savoir et qu'on comprend un peu ce qui se passe autour de nous. Mhm. Est-ce que tu as eu des questions un peu spécifiques à ton master en entretien ou c'était genre un peu pas un non-sujet, mais que voilà. Assez étonnamment, je pensais qu'on allait me poser beaucoup plus de questions et de questions techniques sur mon master à HEC que sur mon master en anthropologie. Et c'est moins le cas maintenant parce que j'ai un peu plus d'expérience et qu'on se base surtout sur mes 2 dernières expériences. Mais jusqu'à il y a encore 1 ou 2 ans, une question qui était quasiment récurrente et dans les premières c'était « Ah, j'ai jamais eu d'anthropologue, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que vous avez fait ça ?» Et où j'ai un peu regardé ce que c'était, ça a l'air chouette, mais c'est pas un profil qu'on voit. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Ouais, donc souvent on me pose des questions sur qu'est-ce que c'est l'anthropologie, et là c'est l'occasion justement d'expliquer ce que c'est et de dire en fait c'est hyper positif dans les entreprises. On a plein de choses à amener. Mais oui, c'est un master qui éveille souvent la curiosité. Je ne sais pas si cette question est pertinente, mais qu'est-ce qui t'a le plus aidé durant ta recherche d'emploi? Tu parlais déjà du réseau, du bouche à oreille, de s'ouvrir à plein de postes, mais je ne sais pas si tu as d'autres... Non, c'est le réseau. Moi, je pense que c'est vraiment le réseau et le réseau. Réseauter. Ouais, à quel élément n'avais-tu pas pensé en te lançant dans le monde du travail? Il y en a tellement. À quel élément? D'abord, peut-être la difficulté que c'est de s'insérer sur le marché de l'emploi. Ce que j'avais pas anticipé, c'était ma réaction au refus. Le refus, c'est quelque chose qu'on connaît peu, en fait, pendant ses études. C'est vrai. Où c'est minime. Et avoir quelqu'un en fait qui dit ah non, on n'est pas intéressé, non, on n'ira pas plus loin, les premières fois c'est difficile, on se remet en question, on se demande tiens, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai pas, qu'est-ce qui manque. Et en fait il ne manque peut-être rien, c'est juste peut-être que la personne en face de nous elle est plus expérimentée et elle sait qu'on ne correspondra pas à ce qu'elle attend, parce qu'elle aussi a des attentes, c'est pas juste engager quelqu'un. Et donc la difficulté et ce dont j'étais pas prêt, c'était un peu faire un peu confiance au destin et se dire on verra, on se lance à l'eau et on verra pour la suite. Ok. Qu'est-ce qui t'a aidé à t'épanouir professionnellement? Oui, alors, donc ce qui m'a aidé à m'épanouir professionnellement, c'est toute la diversité qu'il y a au niveau de la formation et de la quantité de matière qu'il y a à apprendre, que ce soit dans la gestion de projet ou la gestion de projet IT. Il y a plein de manières de concevoir la gestion de projet, il y a plein de méthodologies qui existent, il y a plein de certifications, et puis la gestion de projet peut partir vers le domaine de la cybersécurité, ou vers plein d'autres domaines. Et en fait, il y a toujours des nouvelles choses à apprendre, et ça c'est hyper chouette, et c'est vraiment quelque chose qui me motive au quotidien. C'est cette possibilité qu'il y a de continuer à se former et à apprendre. Et en vrai, je trouve que les études en anthropologie, souvent, ça nous a appris à apprendre, tu vois, et surtout à apprendre de n'importe qui. Ouais, tout à fait. Mais ouais, vraiment. Ouais, c'est ce qu'on nous disait, enfin j'imagine cette phrase, tu l'as entendue aussi en anthropologie, mais c'est qu'on arrive avec un postulat d'enfant et toute personne sur le terrain a quelque chose à nous enseigner. Ouais. Et c'est une très bonne manière, c'est un très bon outil dans la gestion de projet de se dire que n'importe qui est un minimum concerné par ce projet a quelque chose à nous apprendre et que même si on a le savoir théorique, le savoir d'une certification ou autre, en fait il y a une réalité. Et ça c'est une force de fou qu'on a développée en anthropologie, c'est une force de dingue d'être capable de se dire il y a du savoir, j'ai du savoir théorique, mais il y a un savoir pratique qui est plus important que le mien et je dois décortiquer ce savoir pour créer une articulation. Et ça, c'est l'anthropologie qui nous apprend à faire ça c'est évident. Et comment est-ce que tu te verrais évoluer professionnellement maintenant? Je me vois rester dans le domaine de la gestion de projet. Je trouve que c'est hyper chouette, que c'est hyper complémentaire à ma formation. L'anthropologie, c'est vraiment quelque chose que j'utilise tous les jours. Je me vois essayer de continuer, là je suis vraiment aux prémices. J'ai quelques articles, mais je me vois vraiment continuer à
pousser cette question de la business anthropology. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses sur lesquelles je peux travailler et apprendre. Ça a été assez fort théorisé dans les années 90 et 80, et c'est tout un champ qu'on n'a pas étudié pendant les 5 années à l'université. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien continuer à progresser au niveau professionnel. Et puis dans le milieu IT, l'IT, il y a un panel de métiers et de choses à faire, et donc continuer à faire des certifications, à apprendre et à se perfectionner dans tout ce qui touche à la gestion de projet. Mais rester dans ce domaine-là, en tout cas, je le redis, les anthropologues ont plus que leur place dans le milieu de l'entreprise. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner éventuellement pour, sur une manière de se préparer au marché de l'emploi, tu vois, ou notamment peut-être à faire du volontariat peut-être dans certaines branches pour avoir déjà une expérience, ou peut-être, voilà, c'est très important aussi, le stage. Durant le master en anthropo, on n'en parle pas beaucoup. C'est un truc que peu de gens font, je pense. Est-ce que toi, tu l'as fait? Est-ce que tu connais des gens qui l'ont fait? Est-ce que tu regrettes de ne pas l'avoir fait? Ou, voilà. De fait, on n'en parle pas du tout. Je me souviens vaguement qu'il y avait la possibilité de faire un stage, mais personne ne l'a fait. Les gens partaient en Erasmus et puis allaient sur leur terrain. Le terrain, c'est une super belle expérience académique. Je le conseillerais. Moi, j'en garde des souvenirs, c'était pas tous les jours facile, mais j'en garde des souvenirs incroyables, comme je pense toute personne qui a fait son terrain pour son mémoire en anthropologie. Au niveau de la recherche d'emploi, je pense que ça dépend un peu comment on voit les choses, en fait. À Louvain-la-Neuve, je ne peux pas parler pour les autres campus parce que je ne les connais pas, mais à Louvain-la-Neuve, il y a quand même une concentration d'étudiants et d'activités estudiantines assez forte. Il y a beaucoup de Yandai, mais pas que. Et je pense qu'on l'oublie un peu en tant qu'étudiant, mais c'est peut-être, on y revient encore, mais c'est peut-être à ce moment-là qu'on peut commencer à créer son réseau. Et ça, il ne faut pas le négliger. Et moi, je pense que je me suis bien amusé. J'ai fait les quotas projets, j'ai été très souvent en petite casa, en casa et autres, mais à refaire, je pense que je prendrai un peu de mon temps pour essayer de faire des choses un peu plus pas intelligentes, mais un peu plus préparatrices pour l'après. Mais il y a comme plein d'étudiants, l'extrême majorité, je ne l'ai pas fait et je m'en suis quand même sorti. Mais rétrospectivement, je pense que j'essaierai de mettre un peu d'énergie dans ces activités qui nous préparent à l'après, qui existent, j'en suis sûr, mais on les cherche peut-être moins que les dernières soirées à l'agro. Oui, probablement. Oui, quel conseil est-ce que tu donnerais à une personne qui hésite à faire le master? Donc une personne au bac 3 qui ne sait pas si elle doit faire GRH, anthropo, sociaux. De discuter avec des gens qui ont fait les masters vers lesquels elle veut regarder. Je pense que c'est important d'échanger et d'avoir un maximum d'informations, et pas qu'avec une personne, avec chaque fois 2 ou 3, pour se créer vraiment une diversité au niveau de l'information reçue. Et puis, moi, forcément, je conseillerais celui d'anthropologie, parce que c'est celui que j'ai fait et que j'ai adoré, mais je suis sûr que les autres sont tout aussi chouettes. Mais je pense que c'est par l'échange avec les gens qui l'ont fait qu'on aura la réponse à cette question. Et quel conseil est-ce que tu donnerais? Enfin, tu as déjà donné pas mal de conseils pour le marché de l'emploi et comment se lancer et tout. En tout cas, il y a plein de conseils à retenir. Mais est-ce que tu en as encore quelques-uns, un ou deux, à donner éventuellement? Oui, forcément. C'est le même, c'est réseau. Avoir confiance en soi et en sa formation. Okay. Je pense que c'est quelque chose qui... Pas mal de gens qui ont fait l'anthropologie se sont dit un peu, j'en suis convaincu, en septembre ou en juillet quand on a nos diplômes, c'est un peu le... Ah, ok, je fais quoi maintenant? Et merde, oups, j'aurais pas dû faire ça. Mais en fait, si, on a bien fait de faire ça, avoir confiance, savoir vers quoi on veut aller, ou en tout cas se laisser avoir les opportunités d'eux, et réseauter. Et je pense qu'en étant dans cette idée-là et dans ce dynamisme-là, ça finira par payer. Ça, j'en suis convaincu, que ce soit dans n'importe quel secteur. Si on travaille si quelqu'un qui a fini l'anthropologie trouve un premier boulot qui ne le passionne pas dans une banque, et puis qu'en fait il se rend compte que la finance, il y a tout un truc qui l'intéresse, et qu'il a envie de se former à ça, et qu'il montre qu'il est motivé, il aura sa chance d'aller vers un autre boulot dans la structure bancaire dans laquelle il est, et il va avoir l'opportunité de découvrir plein de nouvelles choses. Et donc en fait, soit savoir ce qu'on veut et s'y préparer, soit se laisser un peu aller et accepter de saisir n'importe quelle...
de saisir une opportunité qui se présente parmi celles qui arrivent et voir un peu vers quoi on veut aller et nourrir et créer comme ça son envie petit à petit au gré des expériences. Avec le recul, qu'est-ce que tu changerais à ta formation universitaire et là plutôt sur le master en anthropo? Ce que je changerais, je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'étudiants regrettent un peu, c'est peut-être ce décalage qu'il y a entre la réalité de l'emploi et le master, mais je pense que c'est quelque chose qui en fait n'est pas propre à l'anthropologie, mais qui est propre à beaucoup d'études dans lesquelles il n'y a pas de stage. Ça, c'est la première chose. Et alors, moi, je pense qu'il y a tout ce pan d'anthropologie que je suis en train de découvrir, qui est la business anthropology. Je pense que ça pourrait être pas mal d'avoir peut-être des cours sur ça dans le master, que ce soit à l'UCL, à l'ULB ou à l'ULG. Enfin, je ne sais pas s'ils en ont, mais en regardant un peu les programmes, je n'ai pas réussi à en trouver en tout cas. Et je crois qu'il y aurait des outils qui pourraient être donnés aux gens en formation pour mieux appréhender justement le milieu de l'entreprise. Okay. Est-ce que tu as peut-être une anecdote particulière à partager qui t'a fait réaliser quelque chose ou un élément déclencheur qui a été révélateur de certaines choses sur le monde de l'emploi avec ton master c'est pas un élément déclencheur comme ça, c'est quelque chose qui arrive et qui est renforcé au quotidien. C'est qu'avoir étudié l'anthropologie, c'est une vraie chance. Je pense que c'est vraiment une formation. On a une formation géniale où on nous a appris à réfléchir d'une manière qui est vraiment propre à elle. Les anthropologues ont ce petit truc qui fait qu'ils arrivent à décortiquer leur environnement, à comprendre certaines choses qui existent autour d'eux. Et c'est quelque chose qui me nourrit tous les jours au quotidien dans mon boulot. Et c'est vraiment une sensation que j'ai chaque jour un petit peu plus, c'est l'anthropologie m'aide quand même vraiment au quotidien. Donc tous les jours je me renforce un peu dans cette idée de l'anthropologie a été une vraie chance et je suis vraiment content d'avoir étudié ça et je conseillerais vraiment à un maximum de gens d'étudier ça sans se dire qu'ils ne trouveront pas de boulot, que du contraire, on peut en trouver et on peut trouver plein de chouettes boulots. L'anthropologie c'est hyper large, c'est hyper vaste et c'est une vraie richesse d'avoir fait ces études-là. En tout cas, un grand merci pour ton partage. Merci à toi. Je ne sais pas si tu veux encore rajouter... Non, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à raconter. Alors, un grand merci et tout le meilleur pour la suite. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura aidé et inspiré. Si vous avez des questions pour Adrien concernant son parcours ou ses études, vous pouvez m'envoyer un mail ou un DM Insta et je lui transmettrai vos questions. Vous trouverez évidemment les liens pour me contacter dans les notes du podcast. Vous y trouverez également les liens des entreprises et des organisations dont nous avons discuté durant cet entretien, ainsi que des ressources sur la business anthropology. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines interviews. Vous pouvez partager ce podcast auprès des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Et si vous avez fait un master en anthropologie et que vous aimeriez partager vos expériences professionnelles, vous pouvez me contacter toujours par Instagram ou mail et je me réjouirai de vous accueillir sur mon podcast. Au plaisir de vous lire et à très bientôt pour de nouvelles carrières anthropologiques.